Marguerite Caton, bonjour. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Alors, direction l'océan Indien ce matin. Et Mayotte, au nord de Madagascar, au large des côtes africaines. L'archipel constitue le 101e département français. Les Mahorais sont des citoyens français comme tous les autres, si ce n'est que depuis 15 jours, les routes sont barrées. Et donc, les supermarchés à moitié vides, les ordures plus ramassées, les cours plus assurés. Si vous arrive un pépin, le SAMU ne passe plus, il faudra attendre l'hélicoptère. Mayotte traverse une nouvelle crise et l'État semble à la fois absent et impuissant. Pour en discuter, nous recevons Clémentine Lehugé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en sciences politiques de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Qui tient à l'heure actuelle les barrages qui paralysent l'île ? Alors, de ce qu'on voit aujourd'hui de la situation à Mayotte et de ce qu'on peut observer effectivement sur les barrages, on voit en fait que les différents collectifs qui existent à Mayotte se sont aujourd'hui structurés dans un ensemble plus large, dans un mouvement qui s'est créé à l'occasion de cette crise et qui se nomme les Forces vives de Mayotte. Donc aujourd'hui, ce mouvement s'est structuré et occupe la dizaine en fait de barrages qui quadrillent la route qui ceinture l'île de Mayotte. Des collectifs d'habitants, du coup. Oui, alors c'est difficile de savoir en fait qui est-ce qu'il y a derrière ces collectifs. Moi, j'avais mené une enquête de terrain justement suite à une mobilisation sociale assez similaire à celle qu'on observe aujourd'hui en 2018, une vaste crise dont les répertoires de mobilisation et les causes sont assez proches de ce qu'on observe aujourd'hui. Et j'avais essayé de voir finalement qui est-ce qu'il y avait derrière ce collectif qu'on appelait à l'époque le CODIM, le collectif de défense des intérêts de Mayotte. Et on se rend compte que c'est très difficile d'enquêter, de faire une enquête de terrain parce qu'il y a justement une volonté de présenter une image collective du mouvement et de montrer que c'est finalement l'ensemble de la population qui soutient le mouvement. De ce qu'on voit, c'est qu'il y a quand même une espèce de fusion en fait des différentes forces justement mobilisées à Mayotte. Donc à la fois les collectifs qui s'étaient structurés lors de crises précédentes, notamment la crise de 2018 que j'ai mentionnée, mais vous avez aussi des collectifs, donc des collectifs de femmes, les mamans en colère, le collectif Carivenze Mayotte. Donc voilà, différentes mouvances comme ça qui se rassemblent aujourd'hui dans ce collectif des forces vives. Et à votre avis, est-ce qu'ils ont le soutien de la population ou est-ce que ce sont ceux qui crient le plus fort en fait ? Alors c'est difficile effectivement d'évaluer dans les mobilisations sociales la part en fait du soutien de ce type de mobilisation. Ce qu'on peut observer de l'extérieur, c'est qu'il y a quand même un soutien assez important de la part d'une partie de la population de Mayotte, en considérant aussi que les motifs, on va en parler après, mais en considérant que les motifs de contestation sont légitimes et ont trait en fait à une situation dégradée de façon générale et qu'il s'agit aujourd'hui effectivement de se faire entendre à travers la voix de ces collectifs. Donc il y a quand même un soutien assez important, alors même qu'effectivement le fait que les blocages sur l'île, vous l'avez rappelé dans votre introduction, ont des conséquences extrêmement lourdes dans le quotidien des habitants du territoire. Mais voilà, il y a cette idée qu'il faut finalement se faire entendre et faire entendre à l'État qu'un certain nombre de moyens doivent être mis à disposition pour faire avancer le territoire. Après, il ne faut pas aussi oublier que dans les motifs de mobilisation, il y a donc la lutte contre l'insécurité et la lutte contre l'immigration, avec effectivement un lien quasi mécanique qui est fait entre les deux, qui est une grille de lecture maintenant assez habituelle qu'on voit dans les crises à Mayotte. Donc évidemment, ça stigmatise toute une part aussi de la population qui habite sur le territoire. Mayotte est un territoire qui connaît une très forte pression migratoire, et donc forcément, les personnes qui ont un statut des différents statuts migratoires se trouvent aussi visées par cette mobilisation et du coup, ne la soutiennent pas et ont très peur aussi de ce qui se passe. Et que font les forces de l'ordre face à cette situation qui est presque insurrectionnelle en un sens ? Oui, alors effectivement, on a une situation là qui de très très forte tension, comme l'île en a rarement connu, alors même qu'effectivement c'est un territoire qui connaît quand même des crises assez successives malheureusement. Ce qu'on peut dire de ce qui se passe avec les forces de l'ordre, c'est que il y a une sorte un peu de rupture par rapport à ce qui se passait habituellement. Puisque, comme je le disais, le fait de barrer les routes, de tenir ces barrages, de bloquer les administrations, c'est en fait un répertoire de mobilisation assez ancien à Mayotte, assez classique, si je peux dire, dans les moments de crise. Et ce qui se passait auparavant, c'est que voilà, il y avait un barrage, le représentant de l'État sur le territoire, donc le préfet
allait effectivement donc discuter avec les manifestants, trouver un compromis sur place, sur le barrage, et les manifestants décrétaient la levée des barrages. C'était un peu la manière usuelle. Là, il y a eu une rupture puisque effectivement le préfet a demandé de manière solennelle la levée des barrages, en rappelant notamment les implications économiques très fortes que ça faisait peser sur le territoire déjà très fragile de ce point de vue-là. Les manifestants ont fait le choix de ne pas lever les barrages à l'appel du préfet, et le préfet a ensuite envoyé les forces de l'ordre pour lever manu militari, donc à coup de gaz lacrymogène, d'un usage de la force qui a été jugé disproportionné du point de vue des manifestants. Et ça a effectivement donné lieu à un sentiment très très vif dans la population, avec l'idée que là, il y avait un point de rupture de l'État qui se retournait finalement contre les manifestants et la population. Vous l'avez dit, la question migratoire est importante dans ce mouvement. À l'origine, on a l'installation d'un camp d'environ 500 demandeurs d'asile originaires du Rwanda, du Burundi, de Somalie, dans un stade à Mamoudzou, la capitale. Pourquoi ça a déclenché une telle vague de colère, de haine ? Effectivement, donc à l'origine de la contestation qu'on observe aujourd'hui, il y a ce camp donc installé sur le stade de Cavani, qui est du coup un quartier au sud de la capitale de Mamoudzou et qui cristallise aujourd'hui encore, alors même qu'il est en cours de démantèlement, les tensions sur le territoire. Alors, ce qu'on peut dire effectivement, c'est que depuis le mois de septembre, on a eu l'installation d'une population migratoire assez inhabituelle, puisque vous l'avez dit, ce sont des gens qui viennent d'Afrique continentale, d'Afrique des Grands Lacs, Burundi, etc., et qui se sont donc installés sur ce stade. Et en fait, Mayotte est un territoire qui est soumis à une forte pression migratoire, mais une pression migratoire de personnes originaires très largement des Comores voisines et de Madagascar. Et donc là, le changement en fait aussi dans ces trajectoires migratoires avec cette installation du premier camp de migrants, parce que aussi c'est ça ce que ça a fait que ce camp de Cavani, c'est que d'un coup a surgi en fait dans l'espace public mahorais un camp de migrants avec des tentes, etc. Alors même que les logiques d'installation des populations migrantes habituelles allaient se structurer plutôt dans les quartiers des bidonvilles informels et qu'on n'avait pas l'habitude en fait de voir ce type d'installation. Donc ça a généré un sentiment en fait de peur, de crainte, et c'est venu en fait aussi cristalliser de façon plus générale. Il y a un sentiment quand même latent d'inquiétude vis-à-vis de la migration à Mayotte, de la problématique migratoire, et donc ce camp est venu cristalliser cette question-là. Oui, l'une des revendications des collectifs, c'est la fin des cartes de séjour territorialisées qui, disent-ils, transforment l'île en cul-de-sac migratoire. De quoi s'agit-il, Clémentine Huygé, rapidement ? Alors effectivement, ce séjour territorialisé, c'est un des dispositifs dérogatoires qui est très très largement critiqué à la fois par la population mahoraise, mais aussi par les élus qui revendiquent la fin du séjour territorialisé depuis de nombreuses années maintenant. En fait, si vous obtenez une carte de séjour à Mayotte, vous n'avez pas la possibilité de circuler sur l'ensemble du territoire national. Donc vous ne pouvez pas vous rendre à La Réunion, vous ne pouvez pas non plus vous rendre en Hexagone. C'est une disposition dérogatoire qui n'existe qu'à Mayotte, et c'est aujourd'hui véritablement perçu comme le symptôme d'un traitement inégalitaire au sein de la République, dans la mesure où, selon la lecture qui est faite sur place, ça bloque effectivement une population migratoire sur le territoire, et ça la maintient dans une situation d'extrême pauvreté et de précarité, et ça empêche le développement du territoire tout en saturant en fait les services publics. Oui, donc on comprend que cet accès au bien commun, aux services publics est en fait très fragile sur place, et la moindre concurrence devient intolérable. Merci beaucoup Clémentine Huygé. Je rappelle que vous êtes politiste, spécialiste de Mayotte. Merci.